Sud Radio, il est 8h35, ils viennent d'être élus. C'est le tour de France, pardonnez-moi, des nouveaux députés avec Arthur Delaporte, député NUP socialiste de la 2e circonscription du Calvados. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Bonjour Arthur Delaporte, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Premier mandat pour vous, mais déjà porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Alors on va revenir dans un instant sur votre parcours, mais d'abord l'actualité. Vous avez voté contre le projet de loi de finances rectificative, mais vous êtes abstenu sur le pouvoir d'achat, de textes qui pourtant étaient liés en grande partie. Pourquoi avoir voté différemment ? Non, on a en fait choisi de ne pas voter en fait pour ce paquet parce qu'il contenait pour nous des éléments qui étaient inacceptables, notamment une philosophie, on va dire, de la remise en cause des droits sociaux qui était particulièrement présente dans le projet de loi de finances rectificative. Je pourrais y revenir, mais on a choisi aussi de ne pas faire obstacle au projet de loi pouvoir d'achat parce qu'il contenait notamment une mesure symbolique pour laquelle nous nous étions battus pendant 5 ans, qui était la déconjugalisation de l'allocation pour les adultes handicapés, l'AAH, qui arrivait enfin. Et donc, en fait, notre abstention sur le texte pouvoir d'achat est notamment liée à la présence de la déconjugalisation de l'AAH que nous avons réussi à imposer et à inscrire par un amendement consensuel déposé par l'ensemble des forces politiques, qui a fait qu'à la fin, nous avons choisi finalement de ne pas voter contre, alors qu'il y avait beaucoup de raisons, parce que nous demandions depuis longtemps, par exemple, la revalorisation des salaires, la hausse du SMIC, et tout ceci, le gouvernement n'en a pas tenu compte et n'a pas voulu le mettre dans le projet de loi ou accepter nos amendements qui allaient en ce sens. Donc une grande déception qui a fait que nous avons choisi sur un texte qui est finalement presque pire, parce que c'est celui qui dérégule le droit du travail, c'est celui qui met fin à la logique des 35 heures, c'est le projet de loi de finances rectificative, parce qu'il met tout simplement fin au droit au repos avec des logiques de bonification, de versement des RTT en monnaie. Qui est voilà le rachat des RTT par les salariés. Oui, effectivement. Pour revenir sur la question du pouvoir d'achat, projet de loi pouvoir d'achat, vous êtes abstenu, vous avez expliqué pourquoi. Vote différent de la part de votre groupe socialiste par rapport aux autres groupes de la NUPES, notamment la France Insoumise. L'alliance se fracture déjà au sein de la NUPES ? C'est pas une fracture parce que vous savez, on a une position commune qui est de toute façon, on ne soutenait pas ce texte, on a déposé des amendements en commun, tous les votes ou quasiment tous les votes au sein du texte, vous pourrez comparer, vont dans le même sens, mais on n'a jamais dit que la NUPES c'était l'uniformité, c'est aussi la complémentarité des différences et on est tous là pour avancer dans le même sens, mais chacun garde aussi sa spécificité et je peux vous rassurer, ça se passe très bien entre nous dans une atmosphère assez conviviale et surtout, on avance ensemble parce qu'on mène les mêmes combats pour la défense du pouvoir d'achat des Français. Ce matin, dans le Figaro, le ministre Gabriel Attal explique, en tout cas indique que les extrêmes aboient, mais le compromis passe. Vous-même, vous avez dénoncé le mépris des oppositions de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça, Arthur Delaporte ? Pour moi, le gouvernement n'a choisi de faire des compromis qu'avec la droite libérale, c'est-à-dire avec LR. J'évoquais à l'instant la question des RTT, on évoquait aussi la défiscalisation des heures supplémentaires, des primes plutôt que des hausses de salaire. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une prime ? C'est quelque chose qui ne fait que renforcer les injustices parce que c'est à la disposition et à la discrétion de l'employeur. Nous, on veut des hausses de salaire pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui auront la chance d'être dans une entreprise qui leur donnera un peu d'argent. Et par ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une prime qui est défiscalisée ? C'est quelque chose qui ne contribue pas au pouvoir d'achat futur, c'est-à-dire qui ne ouvre pas le droit à des droits sociaux supplémentaires. Ça, c'est pas acceptable. C'est une logique contre laquelle on s'est battu dans l'hémicycle. Le gouvernement a refusé de nous entendre. La majorité a évidemment voté comme un seul homme et comme une seule femme pour les amendements du gouvernement, contre nos amendements. Donc c'est pas ce que j'appelle le compromis. En revanche, sur les amendements LR, là, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc oui, c'est un compromis à 2 vitesses, à géométrie variable, et un compromis avec la droite et malheureusement contre les principes de justice et d'égalité que nous défendons. Donc c'est assez malheureux, je dois le dire, même si on a réussi finalement, et il faut quand même le noter, il y a eu des victoires, imposer au gouvernement quelques petites victoires. Je pense notamment aux 230 millions d'euros pour ceux qui se chauffent au fioul, avec l'augmentation des prix forcément. Ça, c'est l'une des avancées. C'était un amendement LR
que nous avons soutenu contre l'avis de la majorité et qui a finalement été accepté, et le gouvernement a dû prendre acte de sa non-majorité sur ce point. Et puis aussi un autre sujet qui a été porté par ma collègue socialiste Christine Pires-Beaune, qui était le fait de pouvoir compenser aux départements et aux communes la hausse à venir du point d'indice. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et du RSA, parce que finalement, vous allez avoir des départements qui vont devoir augmenter le RSA parce que ça fait partie des mesures qui ont été votées, effectivement. Qui ont été votées, et je précise quand même que les départements on va revaloriser le budget. RSA de manière inférieure à l'inflation. Donc ceux qui sont RSA vont avoir l'impression que leur revenu augmente, mais il augmente moins vite que le coût de la vie. Mais derrière, les départements, eux, n'étaient pas compensés. Et là, on a imposé par un amendement de Christine Pires-Beaune au gouvernement le fait de compenser aux départements pour qu'il n'y ait pas des départements qui soient perdants. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, qui est un département qui a beaucoup de RSA à verser, une population en grande précarité et qui a besoin finalement de l'appui de l'État. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est grâce à ce type d'amendement, mais c'est pas vraiment un compromis, c'est quelque chose qu'on arrive à imposer. C'est des victoires que vous avez obtenues, effectivement. Arthur Delaporte sur Sud Radio, député socialiste au sein donc de la NUPES, je le rappelle. Récemment, vous avez poussé un coup de gueule contre la fin de la redevance audiovisuelle. Elle a été votée. Pourquoi cette mesure vous choque ? En fait, la redevance, c'était un impôt qui était imparfait. Parce que finalement, il était un peu trop égalitaire, c'est-à-dire que tous les Français payaient le même montant s'ils payaient la redevance. Je précise quand même qu'il y avait un certain nombre de Français, ceux qui étaient au minimum vieillesse par exemple, ceux qui étaient en situation de handicap, qui pouvaient en être exonérés, et puis on ne payait pas la redevance quand on avait la télé. Là, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre de manière accélérée une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui était de supprimer la redevance. Nous, on est contre cette mesure pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elle est remplacée par un impôt injuste. La TVA, c'est finalement ce que tout le monde paye au même niveau, mais finalement ce qui pèse le plus sur le portefeuille des plus modestes. Et c'est par ailleurs des gens qui vont devoir payer la TVA et donc payer l'équivalent de la redevance, mais sans forcément avoir, par exemple, la télé ou sans forcément avoir un accès aux médias. Alors que là, la redevance, tout le monde on pouvait ne pas la payer. Deuxième élément qui est particulièrement problématique, c'est que la redevance était un impôt qui était fléché, qui était alloué au financement de l'audiovisuel public, qui représente quand même 4 milliards d'euros par an. Nous, on est attaché à un audiovisuel public de qualité et donc à cette indépendance aussi, qui est celle de l'audiovisuel public, qui était garantie par cet impôt dédié. Aujourd'hui, la TVA, c'est une fraction de TVA qui va être allouée pour financer l'audiovisuel public, mais finalement, ça peut bouger et c'est plus un financement dédié. Et donc, ça menace, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fini par reconnaître à demi-mot le gouvernement, ça menace la pérennité du service de l'audiovisuel public. Et donc nous, évidemment, on ne peut pas accepter ça. Ouais. Arthur Delaporte, donc député PS de la 2e circonscription du Calvados, qui regroupe notamment une partie des cantons de la ville de Caen. Vous avez 30 ans. Le journal Le Monde vous décrivait comme un pur produit de la méritocratie républicaine. C'est quoi le cadre familial dans lequel vous avez grandi, pour vous connaître un peu mieux ? Écoutez, j'ai grandi dans une famille d'enseignants. Je suis petit-fils d'instituteurs, fils d'instituteurs qui ont ensuite évolué. Mais c'est vrai que c'était très école à la maison. Tous mes oncles, mes tantes, etc. Voilà, donc on a cette culture de l'école, et j'ai moi-même fait, on va dire, un parcours scolaire entre guillemets du bon élève, mais parce que voilà, c'est dans une logique on va dire, je dirais plus que méritocratique, mais bourdieusienne. Quand on a des parents enseignants, on a tendance à investir dans l'école d'une certaine manière. Et donc, j'ai fait des études supérieures aussi qui m'ont conduit à devenir moi-même enseignant. C'est un peu comme Emmanuel Macron, finalement. Alors, pour vous titiller un petit peu, mais avec les parents enseignants, ça fait penser aussi à lui. Oui, la différence, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'était pas du tout dans la culture que j'avais moi. C'était l'école publique, laïque, gratuite, républicaine. Lui, c'était l'école privée, le lycée un peu élitiste. Et en fait, finalement, c'est pas du tout la même chose. Lui, c'est la bourgeoisie amiénoise. Et moi, je dirais que c'est plutôt la classe moyenne canaise. C'est pas la même chose. Et puis surtout, on a fait tous les deux des études littéraires. Mais la différence, c'est que lui, il a fait l'école normale, l'école nationale d'administration, l'ENA. Moi, j'ai fait l'école normale supérieure. C'est pas exactement le même type de concours, on va dire, parce que là, c'est un concours qui est prédestiné à devenir fonctionnaire, alors que moi, c'est un concours qui est prédestiné à devenir enseignant. Donc voilà, c'est. Oui. Mais après, voilà, c'est des études supérieures. En tout cas, vous êtes un peu, d'une certaine manière, l'avenir de ce Parti socialiste, avec une association politique, il faut l'avouer, assez fulgurante, à seulement 30 ans, porte-parole
porte-parole, on le rappelle, de ce groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé de briguer le mandat de député ? C'est peut-être le fruit d'un engagement sur le temps. Moi, quand je me suis engagé au Parti socialiste, c'était en 2013 pour lutter contre les inégalités. J'en avais marre de voir la droite, l'extrême droite manifester au moment du mariage pour tous contre l'extension des droits à tous les individus et notamment le droit au mariage. Et donc derrière, j'ai pris des responsabilités dans l'organisation partisane dans laquelle je m'étais engagé, et puis je m'étais toujours senti proche du Parti socialiste, ce qui a fait que de fil en aiguille, on côtoie aussi des responsables politiques, et on s'est dit, le député, c'est un mandat intéressant, parce qu'il permet de porter finalement une parole qui est celle des concitoyennes et des concitoyens que l'on croise tous les jours, et qui est finalement, quand on veut être le porte-parole de ceux qui subissent le plus les injustices et les inégalités, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mandat. On en parlait tout à l'heure, on a des projets de loi qui ne contribuent pas à la réduction des inégalités, et aujourd'hui, en tant que député, j'ai la possibilité, vous m'en donnez l'occasion ce matin, d'être finalement ce porte-voix des injustices, et c'est finalement quelque chose qui est d'une certaine manière gratifiant, et puis qui est aussi le résultat d'un engagement et la promesse d'un engagement aussi à venir. C'est ce qu'on voulait faire sur Sud Radio tout au long de cet été, partir à la rencontre de vous, de ces députés qui sont à leur premier mandat, pour voir un petit peu justement quel est votre état d'esprit. Arthur Delaporte, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Et puis bien sûr, on fait l'ensemble des formations politiques, toutes les formations politiques qui sont représentées dans ce cadre-là.